Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'épisode suivant. Je suis ravi de vous retrouver. Épisode suivant, votre émission sur Tech & Co consacrée au streaming, aux plateformes et aux séries qui sortent dessus. Et on va parler aujourd'hui de Max. Max, la plateforme de Warner Bros. Discovery qui a été lancée en France juste avant l'été, qui a donc maintenant 3-4 mois d'existence chez nous et qui vient de sortir sa toute première série française. Ça s'appelle Une amie dévouée et je suis ravi d'avoir avec moi dans l'émission aujourd'hui le scénariste de cette série, Alexandre Kaufman. Bonjour Alexandre. Bonjour. Et donc Alexandre, vous êtes le scénariste de la série. L'un des scénaristes. L'un des scénaristes, vous êtes plusieurs, mais vous êtes aussi donc journaliste et auteur du livre La mythomane du Bataclan, dont la série est l'adaptation. On va parler de tout ça évidemment, mais on va aussi parler de la stratégie de Max en France avec ses séries originales françaises qui démarrent. Et pour ça, j'accueille Vera Peltekian. Bonjour Vera. Bonjour. Alors Vera, vous êtes la vice-présidente de Warner Bros. Chargée des productions originales françaises. Une amie dévouée, c'est donc votre première série à ce poste. Vous allez nous raconter pourquoi cette série et comment vous l'avez produite dans un instant. Une amie dévouée, la première série de Max en France, c'est donc notre débat de la semaine. Alors, Une amie dévouée, c'est sorti le premier épisode le 12 octobre sur Max. On va raconter un peu l'histoire. C'est l'histoire de Chris. C'est une femme qui vit chez sa mère et qui, le soir du 13 novembre 2015, se retrouve à proximité par hasard du Bataclan pendant l'attaque des terroristes. Elle est fan de rock, Chris, mais voilà, elle n'était pas au concert ce soir-là. Elle aurait pu, mais elle n'y était pas. Elle voit des rescapés s'échapper. Elle rentre chez elle, elle voit les infos à la télé, tout ça. Et elle va en fait s'inventer un ami victime des terroristes, quelqu'un qui est à l'hôpital, dans le coma, qu'elle visite et qu'elle fait passer pour un de ses proches. Elle se met à échanger avec des survivants sur Facebook, ça passe par des groupes de soutien qui peu à peu se structurent. Elle donne de son temps, elle fait du bénévolat, elle intègre une association finalement, dont elle devient même un pilier, sauf que bien tout ça repose donc sur un mensonge, une espèce de double vie, forcément compliqué puisque le sujet est quand même très très sensible. Alors on va parler de tout ça dans un instant, mais juste avant on verra, je voulais vous poser la première question. Comment vous en êtes arrivé à choisir Une amie dévouée comme la première série de Max en France? C'est quand même un symbole quand on lance sa première série originale dans un pays. Pourquoi ce choix ? Oui, tout à fait. Pourquoi ce choix parmi beaucoup de projets qu'on a reçus? En fait, on avait peu de certitude quand on a commencé avec l'équipe à réfléchir à quelles seraient nos productions originales, mais on voulait quelque chose de très contemporain. Ça, c'était le premier. On avait vu beaucoup de productions qui étaient très bien. Au demeurant, on savait qu'il y avait les projets de Samp, de Lagerfeld, mais c'était systématiquement du passé, comme si on avait du mal. Et moi-même, ce que je recevais, c'était énormément de projets passéistes, soit dans les années 80, dans les années 90, mais jamais de très récentes. D'accord. Et il nous est apparu que cette histoire racontait beaucoup de choses d'aujourd'hui aussi. Et à partir de cet épisode douloureux qu'on voulait aborder avec beaucoup de respect, il nous a apparu que le livre d'Alexandre était absolument passionnant. Il donnait à la fois l'occasion de faire une vraie mini-série de genre, hein, donc très affirmée dans le thriller psychologique, qui est un genre qui n'est pas si fréquent sur les antennes françaises. Donc on avait aussi de Dropout en tête, des choses comme ça. Donc on voulait effectivement faire cette tentative en France de thriller psychologique à travers une histoire qui était ancrée sur un fait contemporain français, quoi. Un fait qu'on commence petit à petit à traiter au cinéma. Hein, le 13 novembre, il y a eu des films, il y en a eu plusieurs. Je crois que c'est la première fois qu'il y a vraiment une série qui Alors, le ce n'est pas une mini-série sur... ça n'est pas sur le 13 novembre. Absolument le pas. 13 novembre, c'est une toile Absolument de fond. pas. Oui, mais de fait, c'est une toile qui n'est pas que de fond, puisqu'il y a quand même toute la partie associative qui est abordée, encore une fois. Donc, ça exigeait de la délicatesse, du respect, de la documentation, de savoir de quoi on parle. Et donc, on s'est attelé à la tâche. Mais ça n'est effectivement pas une mini-série c'est beaucoup plus une mini-série sur cette femme-là qui en fait recherche de la considération plus que de la consolation, et ça pose un problème de société qui est plus large qu'elle. On va en parler justement. Alexandre, avant ça, on va faire un petit retour en arrière. Racontez-nous un peu la genèse de votre enquête. Sinon, c'est une enquête sur la mythomane du Bataclan que vous avez donc d'abord sorti en livre, que vous avez raconté dans un livre et qui est aujourd'hui adapté. Comment vous êtes tombé, on va dire, sur cette histoire ? Moi, je suis tombé sur cette histoire de manière un peu personnelle, parce qu'en fait, ma famille a été victime d'actes de terrorisme aussi quand j'étais jeune. Donc, en fait, j'avais
trouvé dans le destin de ces fausses victimes une espèce de résonance, puisque nous aussi, on avait été, enfin ma famille à l'époque avait été aussi approchée par des imposteurs, et donc j'avais une proximité personnelle avec le sujet, et d'autant plus que c'était un phénomène historique, puisqu'en fait il y avait plus d'une vingtaine de fausses victimes qui ont été recensées, donc ça me paraissait à la fois légitime et intéressant de se pencher sur ce phénomène qui était une sorte de corollaire du 13 novembre lui-même, et qui avait lui aussi une dimension historique, puisque il s'est avéré finalement massif à la fois pour le 13 novembre et pour les attentats de Nice qui allaient suivre. Et donc il y avait donc parmi toutes ces fausses victimes, plusieurs d'entre elles, 6 qui ont été débusquées au sein de l'association, de la principale association, enfin l'une des 2 associations des rescapés du Bataclan, qui s'appelait Life for Paris. Et cette personne a retenu vraiment mon attention, parce que toutes les fausses victimes ont quelque chose dans leur parcours de rocambolesque, toujours des détails un petit peu qui se démarquent vraiment très fortement. Et cette personne-là, qui se faisait nommer Flo Kitty, avait vraiment poussé le mensonge très loin, puisque quand elle a rejoint cette association, elle portait déjà un bracelet électronique à la cheville pour des condamnations précédentes. Elle a aussi elle-même débusqué au sein de cette association. La première fausse victime, c'est elle qui l'a débusquée. Donc ça, même sur le plan de la fiction, mais tel quel dans une fiction, c'est même pas vraisemblable. C'est déjà assez fou. Et puis donc après, il y a eu aussi toute une série de manœuvres sur les faux profils Facebook. Enfin bref, du coup, c'est pour ça que moi j'ai été totalement saisi par ce destin au début. Comment vous avez approché l'adaptation, puisque donc vous êtes passé d'une histoire vraie, avec des faits judiciaires, etc., des personnages réels, à une fiction inspirée de faits réels, on va dire, puisque donc les noms sont changés, les personnages ne sont pas exactement ce qu'ils sont dans la réalité. Comment vous avez fait ce travail d'adaptation ? D'abord, il faut être préparé à être blessé, puisqu'une bonne adaptation, c'est une trahison du livre. Donc ça, déjà, il faut le savoir. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup d'auteurs qui ne veulent pas travailler sur l'adaptation. Et moi, étant donné le caractère sensible du sujet, pour moi, c'était un impératif de rester dans le travail d'adaptation. Et donc, pour moi, au début, ça a été plus justement de faire de la place aux équipes de scénaristes, pour qu'eux aussi puissent s'approprier le sujet, et donc d'être dans une sorte de travail, moi, plus de brouillage, de voir un peu ce qui pouvait ressembler au réel et de justement le brouiller pour amener de la fiction, tout en sachant que ce projet de fiction aussi me paraissait intéressant dans le sens où moi, en tant que journaliste, je pouvais établir des faits, des choses assez objectives sans trop interpréter, alors que la fiction justement permet d'apporter d'autres réponses qui sont plus des clés affectives. Et justement, dans le résultat de cette série, je trouve que les réponses qui sont apportées ne sont pas forcément les mêmes, ou en tout cas, il y en a certaines qui sont accentuées par rapport aux réponses qu'apportait le livre. S'il fallait donner un pourcentage de fidélité par rapport à l'histoire vraie, ça serait... je ne sais pas si on peut établir un pourcentage, parce qu'en fait, c'est plus un travail de brouillage. En fait, tout est brouillé. Donc, en fait, établir une proportion, ça ne serait pas forcément juste. Mais en tout cas, tout est brouillé, à la fois pour que tout soit fictionné, mais pour qu'aussi ça reste juste. On l'a dit, donc ça se passe pendant les attentats et dans la suite des attentats du 13 novembre. Forcément, vous avez commencé à l'évoquer, Vera, c'est un sujet qui est sensible, qui n'est pas évident à mettre à l'écran. Aujourd'hui encore, c'est une blessure assez forte dans la société française. C'était il y a finalement pas si longtemps, presque 10 ans, mais c'est court, 10 ans. Comment vous avez abordé la production concrètement en termes de pas psychologique ? Est-ce que c'est particulier de mettre le 13 novembre en scène ? Oui, bien sûr. La façon dont l'a fait Philippot, le réalisateur, est assez, je pense, c'est assez nouvelle. C'est-à-dire que ce 13 novembre, il est juste dans les premières minutes de la mini-série, à hauteur de trottoir, je dirais. Et c'est vrai que moi, je trouve les premières minutes très frappantes, parce que ça n'a jamais été fait de cette manière-là. Et qu'on raconte à quel point on se sent petit, dépassé, désemparé. Je trouve qu'il filme juste ça. Donc, c'est autour, ça nous dépasse complètement. On le voit qu'à travers finalement les yeux du personnage de Chris, qui est dans le métro, elle-même qui sort ébahie du bar. de ce qui se passe et qui commence à appeler pour savoir où sont. Tout le monde dans le métro, au téléphone. Il y a un grand silence en même temps. Les gens parlent tout bas. Et il y a des sirènes de voitures partout. Ce 13 novembre à hauteur de trottoir n'avait jamais été spécialement raconté. C'est quelques minutes qui nous rappellent cette blessure-là, et c'est effectivement une immersion. Ce que permet la fiction, en réalité, c'est ça, c'est l'expérience retravaillée par l'imagination, et ça permet l'émotion, et je pense que ça a une fonction aussi catharsis.
Parlons donc de ce personnage de Chris, puisque c'est elle finalement l'articulation centrale de ce récit, qui est donc interprétée par Laure Calamy, qui est excellente d'ailleurs dans la série, il faut le dire. C'est donc une mythomane au sens vraiment maladif du terme, hein, qui s'invente une vie sur fond d'attentats. Alors moi je trouvais que c'était un personnage très malaisant au premier abord, en tout cas dans la série. Son mensonge il est presque inhumain, tellement il paraît cruel en fait au début. C'est-à-dire qu'on se dit mais comment est-ce que quelqu'un peut jouer avec la vie de gens qui sont dans le coma, de gens qui ont perdu des proches, de gens qui sont eux-mêmes touchés dans leur chair. Quel regard vous portez sur elle, Alexandre, en tant que scénariste ? Est-ce que c'est une méchante au sens cinématographique du terme ? En fait, c'était un des défis à la fois du livre et aussi de la fiction, c'est que cette personne a mis un coup de canif dans le contrat social au plus haut point. Et donc, au départ, on la considère comme un monstre, mais seulement pour essayer de comprendre, pour essayer de trouver des raisons, pas des excuses, mais des raisons. Pour essayer de comprendre, il faut un minimum être embarqué avec elle, c'est-à-dire la suivre et essayer de comprendre. Donc, en fait, ça, c'était aussi un des défis de ne pas en fait la rejeter tout de suite et d'essayer d'entrer un peu dans sa psyché pour voir justement ce qui l'avait conduit à faire ça. Et justement, c'est quoi les ressorts de ce personnage ? Qu'est-ce qui l'a amené finalement à être ce qu'elle est au moment du 13 novembre ? Alors c'est intéressant parce que comme je disais tout à l'heure, en fait les réponses qui sont apportées par la fiction, et justement c'est ça qui est passionnant, ne sont pas les mêmes que celles qui peuvent être amenées par un journaliste. Si on parle simplement de la série, je pense que justement on ressent beaucoup plus la solitude, le besoin de reconnaissance et le fait, et ça c'est aussi une réalité, c'est un trait commun entre beaucoup de fausses victimes, qu'elles ont toutes été victimes, de vraies victimes d'autre chose avant. Elles sont à la recherche donc d'une reconnaissance, d'une considération. Donc c'est tous ces motifs-là. Il y a quelque chose qui reste mystérieux de toute manière dans le vouloir saisir et vouloir rentrer dans le crâne de cette mythomane pour saisir exactement ce qui l'a poussé à faire ça. C'est une gageure, c'est impossible. Mais en tout cas, voilà, je pense que les raisons, c'est solitude, victime d'autre chose et besoin éperdu de reconnaissance. Elle est ambivalente, hein, on l'a un peu dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à la fois son mensonge il est cruel, on ne peut pas s'empêcher en tant que spectateur de toujours se demander mais jusqu'où elle va aller, quelles conséquences ça va entraîner aussi tout ce qu'elle met en place, et en même temps elle fait du bien à cette association, elle fait du bien aux gens avec qui elle échange, elle devient une espèce de hotline de soutien, elle est joignable à n'importe quelle heure de la nuit, elle se fait des amis, des proches, elle devient, je disais, un pilier de cette association Life for Paris, Stand for Paris dans la série, et elle débusque, vous l'avez dit, des gens qui sont eux aussi des imposteurs. Comment est-ce que on peut expliquer ça ? À quel point elle a cru à son propre mensonge, en fait ? C'est ça la question. Ça, c'est évidemment très difficile de l'établir, de mettre le curseur quelque part. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle avait une force empathique et que beaucoup de victimes de l'association la prenaient pour une mama, une force consolante. Mais juste tant qu'en fait, il ne savait pas qu'elle mentait. Et moi, il y a une des victimes du Bataclan qui m'a dit que s'il n'avait pas su si elle était morte, et avant qu'on apprenne son mensonge, il serait allé tous les jours sur sa tombe pour lui rendre hommage. Voilà. Donc en fait, elle avait une vraie force consolante, mais tant que son imposture n'était pas découverte. Et une fois qu'elle a été découverte, pour le coup, elle a fait plus de mal. Une autre victime m'a confié que ces mensonges, dans le petit cocon qui s'était créé pour essayer de se reconstruire, lui avaient fait plus de mal que les attentats du 13 novembre. Ah oui, donc c'est quand même effectivement très violent. Vous l'avez dit, Vera, tout à l'heure, c'est un thriller psychologique. Cette série, ça aurait pu être fait de plein de façons. Ça aurait pu être une chronique judiciaire. C'est un personnage réinventé, revisité, encore une fois. Donc, on ne parle pas de la personne réelle, et bien du personnage de la fiction. Et c'est vrai qu'on a voulu rentrer dans cette danse pour les besoins du thriller, mais pas que, aussi pour les besoins de la complexité, d'établir un personnage qu'on juge effectivement détestable. Et juger, c'est peut-être pas le bon mot, parce que je ne crois pas qu'on aime les personnages de fiction comme ça quand on regarde une série. Je pense qu'on attend justement de ressentir des choses pour eux. Et là, en l'occurrence, c'est évidemment des sentiments contradictoires. Il y a une espèce de danse, on se dit mais qu'est-ce qu'elle fait ? Et des fois, elle dit la vérité, on la croit pas, on ne sait pas si on doit la croire, donc on ne sait pas sur quel pied danser. Et ça nous intéressait beaucoup de jouer avec ça, en fait. C'est ce qui vous a poussé à choisir aussi Juste Philippot, vous en avez parlé, qui est un réalisateur qui s'est fait connaître pour 2 films de genre, donc La Nuée et Acide, qui sont des films qu'on voit peu au cinéma en France. Alors moi, j'avais vu ses courts-métrages, son documentaire sur son frère, j'avais vu son court-métrage et sur une femme précaire qui vit dans sa voiture et qui fête l'anniversaire de sa petite fille dans sa voiture, ça m'avait beaucoup ému. Ouais. Et même dans La Nuée, j'avais retrouvé ce sens du portrait et du portrait féminin. Et donc, au-delà du cinéaste de genre, et qui aime le genre, qui ne le rejette pas, parce que j'avais pas du tout envie qu'on soit
qu'on soit dans l'affiliation des films un peu réalistes, naturalistes. J'avais envie effectivement qu'il y ait une affirmation de thriller, mais qui reste malgré tout basé sur un personnage qui soit pas artificiel et qui repose sur un personnage solidement construit par les scénaristes et juste était capable de faire les deux, vraiment. Et il avait cette modernité-là, mais par son équipe aussi, la façon dont il filme ses premières minutes précisément, sa façon dont il établit cette espèce de groupe qui tourne quand même autour du glam rock, qui est une tendance musicale un peu précise, mais tout cet univers on a attaqué leur cathédrale aussi, et c'est aussi ça qui met en rogne le personnage de Chris, c'est qu'elle est aussi liée aux autres par cette affinité, par cet amour de la musique, exactement, cet amour de la musique, qui est aussi un élément du récit qui est important. On l'a un peu évoqué, vous l'avez un peu évoqué, Alexandre. C'est aussi un peu quelque part une série sur notre époque, sur ce besoin de reconnaissance peut-être aussi qui vient aussi des réseaux sociaux, puisque s'il n'y avait pas eu Facebook, potentiellement que cette histoire n'aurait jamais existé, qu'elle n'aurait pas été en contact, elle n'aurait pas vu les témoignages des gens. Il y a ce besoin de lumière qui existe aussi aujourd'hui. C'est ça aussi le personnage de Chris qui montre un peu. C'est pas tant le besoin de lumière pour moi. Enfin, vous avez raison, déjà sans les réseaux sociaux, ça n'aurait pas pu être activé, ça a été un levier déterminant. Mais c'est plus cette petite amorce qu'on a tous eue lors du 13 novembre et lors d'autres attentats. On a tout de suite voulu se rapprocher de ce malheur, curieusement. On a voulu dire, on avait un copain qui avait un copain qui était, on voulait en être. Donc il y avait une amorce universelle là-dedans qui était intéressante. C'est pourquoi est-ce qu'on voulait se rapprocher de ce malheur. D'ailleurs, ça me rappelait une phrase de Christine Villemain, la mère du petit Grégory, qui disait c'est bizarre, on dirait que les gens envient notre malheur. Et il y avait cette espèce d'impulsion qu'on a tous ressentie, qui est conjuguée avec les réseaux sociaux. Moi, c'était ça qui m'intéressait, qui effectivement disait quelque chose sur ce besoin de se rapprocher, d'en être, en fait, ce besoin c'est peut-être un besoin aussi de faire communauté aussi, peut-être. Est-ce que vous avez consulté tout au long du processus d'écriture de la série ou de production l'association en question? Est-ce qu'elle a été associée à l'écriture de la série, à la production? Alors, elle n'a pas été associée à proprement parler, elle a été avisée de ce qui se passait, parce qu'en fait, moi, j'avais rencontré beaucoup de victimes du Bataclan pour pouvoir mener mon enquête. Et donc, ils n'ont pas été associés à la série, mais ils ont été tenus au courant, évidemment, de ce qu'on faisait en matière de fiction, quoi. C'est donc la première série française de Max. J'imagine que vous êtes un peu contente, soulagée. Elle est sortie là, il y a très peu de jours, donc c'est vraiment le début. Non, je suis même enchantée, ébahie agréablement par l'accueil vraiment de presse. Évidemment, je savais que Laure Calamy, elle était incroyable. D'ailleurs, sans elle, elle s'est engagée très tôt dans le projet. C'est ça qu'il faut, même sur le livre, avant même qu'on écrive le scénario. Et ça a été un gage pour nous ça a été une boussole pour nous, évidemment. Elle paraît presque évidente dans le rôle, en fait. Absolument. C'était elle et personne d'autre pour nous. Et c'est vrai que l'empathie qu'elle suscite naturellement est un atout pour le récit. Elle est magistrale. Elle montre une palette incroyable. Et donc, c'est vrai que ça a été une boussole pour nous. Donc ça, c'est la première série de Max, absolument. Française, originale. Il y en a d'autres qui vont arriver. Des séries c'est quoi récurrentes, le programme un petit absolument, peu que vous nous réservez, parce que traditionnellement, dans la tradition de l'héritage de HBO, fait qu'on est beaucoup plus on a envie en tout cas de renouer avec la récurrence. Donc là, c'est une première mini-série, mais on a une série qui arrive, celle de Jean-Charles Hue, avec dans le milieu, dans un clan gitan, deux frères qui se livrent une lutte pour prendre la tête du clan et qui ne sont pas d'accord sur la conduite à tenir. Quand ça, à peu près? Après, ça arrive doucement dans la foulée d'une amie dévouée. On a aussi du documentaire. On a aussi Merteuil, qui est une série qui est une adaptation des Liaisons dangereuses, mais vécue du point de vue de Merteuil, qui pose une question très moderne, qui est est-ce qu'on peut avoir l'amour si on n'a pas l'égalité, et qui montre le combat sans merci pour sa liberté. On a par ailleurs une autre série qui est une adaptation aussi du livre du merveilleux essai de Delphine Orviller, Vivre avec nos morts, et qui relate le parcours d'une erratique, d'une jeune rabbine qui doit donner des leçons de vie à des gens plus expérimentés qu'elle et qui doutent, qui est une comédie.
Elle est entourée de Manu Payet, de Noémie Lovski, de Eric Elmosnino. Donc oui, on a effectivement plusieurs séries, plusieurs rendez-vous. On veut prendre vraiment l'engage s'ancrer en France avec des séries adultes contemporaines et originales qui donnent à voir des séries qu'on ne verrait pas ailleurs, tout simplement. C'est ça qui vous guide, c'est quoi oui, quand même, dans absolument. votre tête quand on a besoin de marquer une notre série différence. HBO française originale, absolument. Max original aujourd'hui. HBO n'a jamais rien fait comme personne. Voilà, nous on ne prétend pas forcément réinventer la roue, mais c'est vrai qu'on choisit des sujets, des approches. La série sur le Gomorrah Gitan en France n'avait jamais été faite. Enfin, à chaque fois on a l'impression qu'on apporte quelque chose de nouveau au corpus, je dirais. On fait pas des séries pour faire des séries. On n'est plus, je pense, dans cette époque de la quantité. Aujourd'hui, le public a un très grand choix. On doit à la fois marquer notre différence et avoir des points de vue affirmés pour un public adulte qui est un peu plus négligé aussi. Et j'allais dire, on l'a évoqué aujourd'hui, ça s'appelle Max, mais à la base c'est quand même HBO. Oui. Aux États-Unis, le sigle HBO existe encore, il est très fort. Vous y pensez un peu, parce qu'HBO, quand on en parle, c'est forcément un nombre de séries mythique. Oui, c'est même un modèle écrasant, fort, absolument, ouais. Absolument. C'est même un modèle écrasant. Nous, on doit trouver notre propre voie et se poser la question de c'est quoi le HBO français, à quoi ça ressemblerait, et c'est un peu la question qu'on essaye de se poser. Donc, dans un contexte qui est différent du contexte de la chaîne HBO qui est née, qui a déjà 50 ans. Donc, mais évidemment, on est tiré par le haut par cet héritage. Par l'idée d'apporter votre pierre, on va dire, absolument, à l'édifice. Une pierre française. Et une voix française, absolument. Tout à fait, qui justifie effectivement HBO était une chaîne très américaine, quasiment exclusivement américaine, et donc c'est bien aussi de voir comment elle peut se réinventer aussi en France notamment. On a hâte de voir tout ça, mais en attendant, il y a d'autres séries à regarder, et il se trouve que vous avez chacun une série à nous recommander que vous avez bien aimée. C'est nos séries de la semaine. Deux séries qui vous inspirent peut-être, on va le voir dans vos travaux respectifs. J'ai commencé avec la vôtre, Alexandre. Vous avez choisi de nous parler de Sambre. Alors c'est une série qui est sortie il y a quelques mois sur France Télévisions, qui est aussi disponible sur Max, je crois. Pourquoi est-ce que Sambre, c'est une série qui vous a marqué ? Ça m'a marqué parce que je trouve que c'est une proposition un peu nouvelle. Moi, je ressens en tant que spectateur une espèce de fatigue de la narration de séries qui étire beaucoup les choses, et j'ai du mal à trouver des propositions aujourd'hui qui m'accrochent vraiment. J'ai pas mal de difficultés à aller au bout des saisons, enfin de trouver des choses intéressantes. Et là, j'ai vraiment été cueilli, saisi par cette série, par sa liberté. Je trouve qu'il y avait vraiment un format un peu libre. Alors c'est aussi parce que ça raconte l'histoire du violeur de la Sambre qui a sévi pendant 30 ans. Et c'est raconté du point de vue des victimes et non pas vraiment, même si partiellement aussi, du point de vue des policiers. Au début, on peut se dire, est-ce que c'est peut-être un parti pris un peu opportuniste à l'ère victimaire et au contraire, je trouve que ça apporte vraiment une espèce de liberté. Il y a des respirations, la série se repose jamais sur ce qu'elle a déjà, elle repart sur de nouveaux points de vue. Et j'ai trouvé qu'il y avait une liberté dans le format, des respirations et quelque chose de non formaté. Qui n'avait pas cette mécanique un petit peu corsetée des séries avec toujours des cliffhangers, des retournements obligés. Là, il y avait une espèce un autre rythme qui m'a vraiment plu. Preuve qu'effectivement, les séries françaises peuvent aussi réinventer parfois des formats qui ont paraît... le true crime, finalement, qui est un format qui aujourd'hui marche beaucoup, notamment aux États-Unis, mais de plus en plus en France. Effectivement, Sambre l'a bien réinventé. Une série qui a malheureusement peut passer sous les radars, j'ai l'impression parfois, peut-être pas bien mise en valeur, ou le public était peut-être pas prêt, mais qui est très très bonne série. Donc je ne peux que plus soyer votre recommandation, Alexandre. Donc c'est à voir ou à revoir sur la plateforme France.tv ou sur Max, si vous êtes abonné à Max. Il me semble que la Sambre, que j'aime beaucoup vraiment, que je trouve remarquable, qui est l'adaptation d'un livre d'Alice Géraud, qui est tout aussi remarquable. Ce que j'aime beaucoup dans la fiction de Jean-Xavier de Lestrade, c'est que c'est une adaptation du livre qui est différente, qui donne un objet de plaisir complètement différent, parce qu'on est avec le point de vue des gens qui ont essayé de faire quelque chose à chaque épisode, et je trouve qu'elle est vraiment pensée non pas comme un long métrage découpé en morceaux, mais comme une... Jean-Xavier Lestrade qui commence à être effectivement une star montante, on va dire, en tout cas une voix intéressante. Oui, nous on est très contente aussi de l'héberger sur Max, parce qu'on est vraiment aussi très aficionados de cette mini-série. Peut-être pour lui confier plus tard un projet, qui ne sait-on jamais, c'est peut-être un appel du pied, Jean-Xavier de Lestrade.
On va terminer donc avec votre recommandation à vous, Vera. Vous êtes resté corporate puisque vous avez choisi Succession. Succession, un des grands succès d'HBO justement dans les 5 dernières années. La série s'est terminée l'an dernier, à notre plus grand malheur en tant que spectateur. On aurait bien aimé qu'elle continue. Elle a duré 4 saisons. En quoi pour vous cette série elle est mémorable? En quoi est-ce que peut-être, je sais pas, on va la regarder encore dans 10 ans? Vous dites qu'elle n'a pas assez duré, alors que juste avant vous disiez que vraiment il y a trop de saisons. Je pense que voilà, une très bonne série, la question ne se pose pas de la récurrence. Et on rentre dans un monde, on vieillit avec les personnages. C'est le plaisir très fondamental de la série. Moi, j'aime beaucoup les séries récurrentes. Donc, parce qu'une mini-série, c'est aussi un coup de chance. À un moment, vous avez une actrice extraordinaire. Nous, ça nous est arrivé avec Laure Calamy. Et puis là, c'est un univers qui se construit patiemment dans la forme de complicité avec le public. Et moi, j'aime beaucoup ça, vieillir avec des personnages, ressentir des choses différentes sur eux d'une saison à l'autre, changer de personnage, de préférence. Et donc, cette série, elle est basée sur des personnages complexes, elle est extrêmement bien écrite, elle est extrêmement bien pensée, y compris visuellement. Elle est difficile à faire, en plus, parce que le walk and talk, voilà, c'est quand même une série où il n'y a pas beaucoup d'action à proprement parler. Donc, j'aime beaucoup la façon dont cette difficulté a été jugulée par des références, je dirais, la base de notre métier, Shakespeare, le récit, des beaux personnages en lutte, en conflit, et la famille, et ce thème de la famille qui se déchire. Donc, universel comme thème, effectivement, absolument. qui marche très bien, et qui marchait très bien dans Succession. Peut-être un jour à Succession à la française, peut-être dans une entreprise française. Oui, mais je crois qu'il ne faut pas essayer d'imiter. De faire forcément une copie plus pâle d'une grande série. Parce qu'en fait, c'est une série universelle où d'un moment, quand vous réussissez votre coup, voilà. Donc je ne pense pas qu'on ait vocation à faire des mini-séries qui seraient recopiées en France. Mais il est certain que certaines séries auront un parfum de Succession. Ce sera une référence comme ont pu l'être Les Sopranos ou The Wire à d'autres époques, Breaking Bad par la suite ou autre. Et bien voilà, Succession, c'est donc à revoir sur Max également. Il y a 4 saisons, dévorez-les comme moi je les ai dévorées, et je regrette qu'il n'y en ait pas une 5e qui soit sortie. Merci Vera Peltekian d'avoir été là. Merci Alexandre Kaufman d'être venu nous parler d'une amie dévouée, la première série de Max disponible en ce moment même. Ça vient de commencer à sortir, c'est un épisode par semaine. Il y en a 4, là aussi c'est assez court, mais comme ça, ça se regarde très bien, et vous allez voir, c'est une très bonne série qu'on vous recommande. Merci donc à tous les deux. Cette émission elle est à revoir, vous avez l'habitude, en replay. Si vous en avez raté une partie, toutes les émissions épisodes suivants sont aussi disponibles. Ne les ratez pas, c'est sur YouTube, en podcast, sur le site de Tech & Co, partout. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode suivant.